Qu'est-ce que vous pouvez le contacter autrement? Allô? Salam, docteur. Attends, je partage l'écran. Oui. Il faut animer le partage d'écran. Allô? Allô? Oui, docteur. Oui, docteur. Il faut m'autoriser pour le partage d'écran. 1 minute. C'est bon, vous pouvez. Voilà. Voilà. Pardon. Donc, on revient. Donc, j'ai dit dans la classification, il y a deux types de tumeurs selon la classification de l'OMS. Donc, les malignes donc, sont les carcinomes, sont infiltrants, non infiltrants, complexes. Ensuite, on a les sarcomes qui sont rares. On a les bénignes, sont les adénomes, les fibroadénomas, les tumeurs mammaires mixtes, les papillomas. Et il y a d'autres tumeurs qui sont non classées, et l'hyperplasie ou la dysplasie bénigne. Donc, souvent, c'est deux classifications, soit bénigne, soit maligne. Donc, c'est bénéfique pour l'animal, donc on va l'enlever. Donc, il n'y a rien qu'on risque. Le maligne, il y a les adénocarcinomes qui représentent 85%, et il y a des sarcomes qui sont très rares. Maintenant, les bénignes, à peu près, présentent de 50 à 65% des tumeurs chez la chienne. Et les malignes, à peu près 50%, entre 35 à 50%. Donc, la moyenne, c'est 50% des tumeurs entre malignes et bénignes. Donc, on a aussi des tumeurs mixtes, c'est-à-dire qu'elles sont aussi fréquentes. Donc, c'est quoi mixte? Donc, vous avez des tumeurs bénignes et malignes, l'ensemble dans la même masse. Donc, c'est pour cette raison que j'ai dit avant que la ponction ou la cytoponction ou la biopsie, ça ne sert à rien. Donc, de préférence, de passer à la chirurgie carrément. Bon, on passe à autre chose. Maintenant, on arrive dans la clé de la classification du tumeur mammaire. C'est le TNM. Le TNM, donc c'est une classification de l'OMS. T égale tumeur primaire. Vous avez le T0 non tumoral, donc peut-être mammite, kyste, abcès, etc. Vous avez le T1, lorsque la masse tumorale elle est inférieure ou égale à 3 cm. Le T1, lorsque la masse tumorale elle est inférieure ou égale à 3 cm. Le T2, c'est-à-dire la masse tumorale, elle varie entre 3 et 5 cm. Et T3, donc le grade T3, lorsque la tumeur elle dépasse ou égale à 5 cm. Donc, on parle de T3. Est-ce que c'est clair? On a T0, donc il ne s'agit pas de tumeur. Le T1, la masse tumorale inférieure à 3 cm ou égale. T2, entre 3 et 5. Et T5, c'est supérieur ou égal à 5 cm. Maintenant, toujours dans le cadre de TNM, la classification de l'OMS, donc le 1, c'est les ganglions locaux. Lorsqu'on met un 0, donc c'est-à-dire un 0, il n'y a pas de réaction, c'est-à-dire il n'y a pas une métastase au niveau du ganglion. Donc un 0, il n'y a rien. Un 1, c'est-à-dire la présence d'une lésion ou l'hypertrophie du ganglion latéral de la glande touchée. Le 2, c'est moral au niveau du M5, côté droit et côté gauche, on a les deux ganglions inguinales qui sont touchés. On met M2. Pour le M, M égale métastase à distance. C'est-à-dire M0, pas de métastase. M1, oui, il y a métastase. Donc, est-ce que vous voyez, à partir de ça, on peut classer les tumeurs. Le TNM, T2, par exemple, on met T2, M0, M0. On met T1. À partir de cette classification, on juge le cas. Je vais vous donner, on continue pour avoir plus d'explications. Ici, vous avez le tableau. Donc ici, c'est le stade du tumeur. On a 5 stades, 1, 2, 3, 4, 5. On a primaire, c'est-à-dire des tumeurs primaires.
Les ganglions régionaux, au régional, on a les métastases distants. Donc, le stade 1, si vous avez T1, c'est-à-dire T1, c'est quoi? Que votre masse, elle est inférieure à 3 cm. Et pas de ganglion réactionnel et pas de métastase. Donc, on met T1, 1, 0, 1, 0, égale stade 1. Le deuxième stade, c'est quoi? Que T2, que votre masse témorale, elle est entre 3 et 5 cm. Entre 3 et 5 cm. Donc, supérieur à 3 et inférieur à 5 cm. Le 1-0, pas de réaction au niveau du ganglion. 1-0, pas de métastase. Donc, c'est le deuxième stade. Troisième stade, c'est quoi? La masse témorale, elle est entre supérieure à 5 cm et au niveau du ganglion, et pas de métastase. Le quatrième stade, c'est un été. Quel que soit votre T, est-ce que c'est T1, T2, T3? C'est un été. C'est-à-dire, quel que soit votre T, mais vous avez une réaction du ganglion. Et vous n'avez pas de métastase. Donc, là, c'est quatrième stade. Je répète, un été. C'est quoi un été? Quel que soit votre T. Est-ce que le T, il est inférieur, la masse, elle est inférieure à 3, elle est entre 3 et 5, elle est supérieure à 5. Donc, à ce moment, et vous avez une réaction du ganglion et pas de métastase. À ce moment, donc, on peut classer, il s'agit du quatrième stade du tumeur. Maintenant, le stade 5, c'est le stade le plus grave. Quel que soit votre T, c'est-à-dire soit il est inférieur à 3 cm, soit il est entre 3 et 5, soit il est égal à 5 ou supérieur. Et quel que soit votre N, est-ce qu'il y a une réaction du ganglion ou non? Mais vous avez des métastases. Donc, c'est le cinquième stade. Vous voyez ici, si vous avez des métastases, quel que soit, même vous avez un nodule de 1 cm et vous n'avez pas de réaction ganglionnaire, c'est grave. J'aime bien avoir des questions là parce que c'est très important. Oui, si vous avez des questions? Monsieur, Oui. monsieur كيفاش نشكو في ميتاستاز والتيمور تاعنا راه كيقل من 3 سنتيمتر دونك التيمور راه صغيره بزاف دائما نديرو on cherche toujours des Voilà, métastases. voilà, c'est ça l'astuce. C'est-à-dire, même vous avez, il y a notre collègue de la Tunisie qui a posé la question lorsqu'elle fait l'examen lors d'une vaccination, elle examine. Même elle trouve un nodule de 1 cm, c'est-à-dire ou l'inférieur 0,5, 0,8. Donc, on explore, on donne un stop-lay. Je pose la question, je fais mon examen clinique. Est-ce que la respiration est normale? Je fais mon anamnèse commémorative. C'est nécessaire d'enlever cette masse, de faire mon cliché. Malgré qu'il n'y a pas de réaction au niveau du ganglion. S'il y a le M, c'est-à-dire le M métastase, c'est égal M1, donc il y a métastase, donc le cas est grave, il est classé au cinquième stade. Malgré la nodule est quitte. Vous trouvez un nodule ou une masse à peu près de plus de 8 cm et pas de métastase et pas de réaction ganglionnaire. Donc, on peut le classer 1, stade 1. Donc, c'est très important d'avoir cette classification dans la tête. Donc, finalement, si vous avez un propriétaire qui va venir chez vous, vous allez faire cette classification. Vous mettez T1, 1, 0, 1, M0. Cette classification, elle va vous permettre de faire le pronostic. Aussi, de procéder au traitement. Est-ce que le traitement médical, chirurgical, mixte, chimiothérapie, etc. Oui? Monsieur, une autre question. Oui? Monsieur, il n'y a pas de métastases sans passer par l'inflammation des ganglions. Oui, il y a des tumeurs. Voilà, excellente question. Vous avez des tumeurs qui sont malignes. Heureusement, ils sont rares. Ils sont malignes. La chienne, elle ne souffre rien. La masse, elle est normale, etc. Pas de réaction ganglion, mais les métastases sont là. C'est-à-dire, c'est pas souvent vous avez masse témorale, important, réaction purulente, ulcération, et du fois vous avez un calme, c'est-à-dire un tumeur qui est simple, mais finalement vous avez des métastases. On passe la parole à Walid Baha. Walid. Oui.
les tumeurs non inflammatoires. Les tumeurs qui sont associées avec une inflammation aiguë sont des tumeurs malignes. Souvent, ce sont des tumeurs malignes. Si vous observez que la masse tumorale au niveau de la glande mammaire, elle est là, elle est chaude, elle est douloureuse. Vous pouvez observer même des vaisseaux superficiels sur cette masse, sous-cutanée bien sûr, une ulcération, une douleur importante, la chienne ne mange pas, elle est fébrile, etc. Signe de maligne, et donc finalement, souvent, ils sont malignes. Et les tumeurs non inflammatoires, souvent, sont bénignes. Ça, c'est de façon générale la classification sur la base clinique. Inflammatoire, non inflammatoire. Bon. Pour les tumeurs inflammatoires, la symptomatologie, elle est très aiguë. On trouve une vascularisation intense, des myovascularisations sous-cutanées, des infiltrations, des œdèmes lymphatiques vasculaires, souvent une extension rapide de cette masse, de ce genre de tumeur. Elle est très douloureuse. La peau, elle est rouge, chaude, donc vous avez ici de l'inflammation. On peut observer même une absédation de la région, voire ulcération et nécrose de la peau. Donc ici, la décision doit être rapide d'une chirurgie et selon le cas. Selon le cas, est-ce que c'est favorable, non, etc. Donc vous allez faire votre TNM, votre pronostic, et aussi vous allez discuter avec le propriétaire sur la modalité de la chirurgie, etc. Quelles sont les complications possibles, etc. Quelles sont la durée de vie et l'espérance de vie chez l'animal. Ça, c'est très important. Est-ce que l'animal va souffrir, non, etc. Bon, pour le traitement de choix, donc c'est chirurgical, souvent c'est ça, c'est chirurgical. Le traitement avant chirurgie, ça c'est une règle générale. Si vous avez des masses tumorales au niveau de la glande mammaire, numéro 1, pour réduire la résistance, réduire l'inflammation, pour un petit peu provoquer le tarissement lymphatique et vasculaire, passez directement à l'utilisation des antiprolactiniques. Donc, ces antiprolactiniques, vous devez l'utiliser pendant 7 jours minimum et la meilleure, c'est 14 jours. Après 14 jours, vous allez opérer l'animal dans le calme. C'est quoi le calme? Vous avez des tissus moins inflammés, donc moins d'hémorragie. Vous avez moins de flux, donc, et moins d'une hypergénie dans la région chirurgicale, donc moins de saignement, moins de ligatures, etc. Donc, vous allez travailler dans le clair, pas dans une nappe de sang. Ça, c'est très important. Généralement, on note une diminution de la lactation, c'est-à-dire suite à ce genre d'un traitement à base des antiprolactiniques. Et si on fait de la chirurgie, donc on aura à l'utilisation des antiprolactiniques, donc on aura une image plus claire. Donc on peut opérer dans le clair, c'est-à-dire on peut observer les différents vaisseaux, etc., ligatures justes, faire un curetage juste, etc. C'est ici d'imaginer, vous avez une nappe de sang, le travail devient très difficile. Bon, pour le traitement avant chirurgie, toujours dans l'utilisation des antiprolactiniques, si vous avez des masses tumorales où on peut réduire avec les antiprolactiniques, comme ils peuvent disparaître, soulignez ça, comme on peut les réduire. Si on les réduit, donc c'est favorable pour la chirurgie, comme ils peuvent disparaître, donc on cherche ça. Maintenant, voilà, c'est la question qu'elle m'a posée notre collègue de la Tunisie. Donc, des petites nodules qui sont inférieurs à 0,8, moi je préfère le 0,8, 1,3 jusqu'à 0,5, non détectable auparavant, donc il s'agit d'héliplasie mammaire. Donc, avec le traitement antiprolactinique, on peut éviter la chirurgie de loin en utilisant ce genre de antiprolactinique, si bien sûr on trouve des résultats après un traitement qui sera programmé de 7 à 14 jours précédant la chirurgie, bien sûr. Et ensuite, on va décider. On fait de la chirurgie, on laisse comme ça et observer selon les différentes phases, bien sûr avec un téléthorax chaque jour, chaque 2 mois. Toujours dans le traitement chirurgical, c'est-à-dire si on passe à la chirurgie, donc de préférence, enlever tous les masses qui peuvent exister. Donc ici, on souligne 0,5 cm, parce que finalement, qui sont inférieurs à 0,5 doivent être réduits par le traitement antiprolactinique. Donc le traitement antiprolactinique est très efficace pour les masses ou les nodules inférieurs à 0,5.
une chose importante, si vous avez même des tumeurs bénignes, et vous laissez comme ça, vous allez dire il ne faut pas opérer, il faut laisser dans une année, 2 ans, 3 ans devenir maligne. Donc, opérer les tumeurs bénignes, mieux que les malignes avec métastase. Donc, bénigne, c'est définitif. Si vous allez opérer, c'est définitif. Donc, maintenant, pour l'âge, peut-être les confrères vétérinaires et aussi les étudiants, ils vont poser la question, est-ce que l'âge, c'est un inconvénient? Est-ce que vous m'écoutez? Allô? Oui, on vous Oui, entend, monsieur. docteur, oui. Oui, vous pouvez Oui. continuer. Pour l'âge, peut-être mes confrères vétérinaires et aussi les étudiants vont poser, est-ce qu'on peut opérer l'animal malgré il est âgé? Oui, malgré il est âgé, parce que c'est primordial, c'est crucial d'opérer une chienne, même elle est âgée. Mais je dis même elle est âgée. Moi, j'ai opéré une chienne de 17 ans, parce que la masse est importante, dans laquelle elle est restée en vie plus de 8 mois. Donc, c'est important de toucher ces 18 ans. Donc, même le problème est heureux que sa chienne reste avec lui plus de 5 mois, 8 mois, etc. Bien sûr, s'il ne s'agit pas de métastases dans les poumons. S'il y a des métastases dans les poumons, je reviens toujours à notre collègue de la Tunisie, s'il y a des métastases des poumons, maintenant vous allez juger. Est-ce que c'est la masse, elle est tombante, ça gêne la chienne, on va l'opérer pour le confort de la chienne, ce n'est pas pour la traiter. Mais si les métastases sont là et la masse elle est petite, on va la surveiller, on va les traiter avec les anti-inflammatoires, etc. Toujours dans reste le traitement chirurgical, reste le traitement idéal. C'est le traitement idéal pour Allô? Oui, monsieur. C'est Oui, clair? monsieur. C'est clair? Oui, oui. Donc, je continue toujours. Donc, l'enlever l'ensemble de Monsieur. la masse tumorale et aussi les marges. C'est-à-dire, il faut bien nettoyer. Même le tissu adipeux, il contient des cellules tumorales. Il faut le bien nettoyer. Il faut laisser uniquement le muscle grand droit et les aponevroses de la ligne blanche. Ça, c'est obligatoire. Et enlever, bien sûr, les ganglions sentinelles qui sont en parallèle de la glande mammaire. Par exemple, le M5, vous avez l'inguinal et vous avez les glandes antérieures M1, M2, M3. Vous pouvez nous répéter la partie précédente puisque votre micro était désactivé. Ah oui. Bon, j'ai dit pour le traitement, le meilleur traitement pour les tumeurs mammaires, c'est le traitement chirurgical. Et l'idéal, c'est d'enlever la masse tumorale et tout ce qui est marginal de la masse. Maintenant, et enlever les ganglions sentinelles, c'est-à-dire si vous opérez le M4, le M5, donc vous allez enlever les ganglions inguinales, unilatérales. Et si vous opérez le M1, M2, M3, vous enlevez les ganglions axillaires. Maintenant, vous devez aussi vérifier qu'il n'y a pas de métastase. S'il y a des métastases, donc à ce moment, donc, on va opérer uniquement les masses gênantes qui vont gêner la chienne. Et le reste, on va procéder à un traitement médical, on va après plus tard. Bon, pour le traitement, toujours dans le traitement chirurgical, la biopsie après exérèse. Donc, lorsque vous allez enlever la glande mammaire, vous n'allez pas choisir un petit morceau, vous allez l'enlever à l'empâte. Vous allez donner toute la masse. Si vous allez enlever M4, M5, vous allez présenter le M1, le M4, le M5 dans le formol au laboratoire. Si vous enlevez le M1 jusqu'au M5, vous donnez toute la chaîne mammaire au laboratoire. J'ai dit parce que ça risque d'avoir des tumeurs mixtes, une partie bénigne, une partie maligne. Ça, c'est obligatoire. Il ne faut pas enlever un petit morceau d'1 centimètre, vous allez l'enlever. Essayez d'imaginer, vous allez enlever 1 centimètre de tumeur bénigne. Et vous aurez que la tumeur, elle est bénigne. Finalement, l'ensemble, il s'agit d'une tumeur mixte, bénigne et maligne. Donc, aussi, un examen histopathologique des ganglions enlevés. Aussi, au niveau de laboratoire, ils vont faire des coupes histologiques sur les ganglions enlevés pour voir est-ce qu'ils sont métastasiques ou non. Bon, une chose importante dans le traitement chirurgical des tumeurs mammaires, c'est de réaliser une ovarectomie. Pourquoi? Bon, les choses sont controversées dans les travaux, dans les publications, etc. Souvent, si vous avez une chienne dans laquelle le cycle est là, c'est-à-dire le cycle il peut revenir, etc. Donc, même vous allez faire nettoyer au niveau abdominal, vous faites un très bon travail, curetage, enlever les ganglions. Le prochain cycle, donc sous l'imprégnation des œstrogènes, on peut avoir d'autres tumeurs
on peut comment dirais-je, stimuler les métastases. Donc, de préférence, réaliser une ovarectomie. Je dis stop-les, vous donnez des antiprolactiniques. Ovarectomie, et faites la chirurgie. Ça, c'est la méthode la plus utilisée dans le monde. Et souvent dans les pays anglo-saxons, hein. C'est-à-dire tout ce qui est États-Unis, l'Angleterre, etc. Même en Belgique. En France, c'est pas trop clair, la méthodologie. Donc, généralement, j'ai dit donner des antiprolactiniques, faisez une ovarectomie et ensuite vous faisiez la chirurgie des glandes mammaires. Donc, vous allez nettoyer avec un curetage, etc. Ici, donc, vous allez diminuer d'une façon importante l'effet des oestrogènes sur la glande mammaire et sur l'utérus aussi. Ça, c'est très important. L'ostrus, c'est le pyomètre et les pseudogestation qui vont gêner votre traitement. Donc, le traitement sera correct si vous faites des antiprolactiniques, une ovarectomie et une chirurgie radicale en enlevant la masse tumorale avec les ganglions satellites ou les ganglions unilatéraux. Bon, pour le traitement médical, généralement, on revient à notre question pour le vétérinaire ou l'étudiant qui a posé la question. Donc, la chimiothérapie, elle est uniquement réservée au stade 3. C'est-à-dire le stade 3, vous avez la masse musculaire 3,5, la masse 3,5, donc là, c'est important. On passe à la chimiothérapie. C'est-à-dire la chimiothérapie, elle est réservée au stade 3. Est-ce que c'est clair? Le son toujours, parce que l'Internet, elle est instable chez vous, peut-être. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Le son? Oui. Très bien. Donc j'ai dit la chimiothérapie, elle est réservée au stade 3. Elle est réservée au stade 3. Donc, la masse tumorale, elle est entre 3 et 5. On réserve la chimiothérapie. Une chose importante, souvent, lorsqu'il s'agit de stade 3, le pronostic il est mauvais. On peut dire hésitant. Une chose importante, la chimiothérapie, c'est une modalité de traitement qui est efficace, mais elle est coûteuse. Elle est très coûteuse. Elle est difficile dans sa réalisation. Et je mets en remarque que les médicaments utilisés, donc c'est la chimiothérapie, donc la molécule, c'est une molécule qui est cytotoxique. Elle tue les cellules. Donc, l'animal va excréter au niveau urinaire, au niveau de son métabolisme urinaire, fécal, etc., qui sont carcinogènes, qui peuvent provoquer du cancer. Donc, c'est pour cette raison, même la molécule en elle-même, elle est mutante si l'individu il sera touché. Elle sera transcutanée. Elle peut passer à travers la main. C'est pour cette raison que je veux vous expliquer comment les instituts sont autorisés de faire la chimiothérapie dans le monde. C'est-à-dire si une clinique ou une faculté de médecine vétérinaire veut ouvrir une salle de chimiothérapie pour les chiens. Donc, parallèle, avant d'ouvrir la chimiothérapie, vous avez une salle de l'SIO, donc c'est des soins intensifs. Vous avez la deuxième salle, c'est la salle de transfusion sanguine. Ensuite, vous avez la chimio. Donc, la chimio, elle revient en troisième position. Donc, vous avez une salle de réanimation et des soins intensifs. Vous avez une salle de transfusion sanguine. Ensuite, on reprend tout ce qui est salle de chimiothérapie. Pour les gens qui font la chimiothérapie, ils vont mettre une tenue de chirurgie, donc tout ce qui est haut et pantalon. Ensuite, une double casaque, une charlotte sur la tête, une bavette et un masque, une double gants en latex spécial. Donc ici, imaginez, moi j'ai vu un vétérinaire qui fait la chimiothérapie avec un pull. Donc, c'est pas logique, c'est pas logique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sauter sur des étapes. On oublie de faire un examen clinique simple et on fait une chose qui est grandiose pour dire que tel vétérinaire fait la chimiothérapie. La chimiothérapie, un enfant, il peut faire la chimiothérapie. C'est d'injecter une molécule. C'est ça la chimiothérapie. Maintenant, le choix de la molécule, elle est importante. Quel est le protocole? Il est important. On peut associer deux produits de chimiothérapie. On peut produire deux produits de chimiothérapie avec des anti-inflammatoires. On peut injecter de la chimiothérapie et faire des analyses sanguines et biochimiques obligatoires pour voir un petit peu l'effet de la toxicité de cette molécule. Donc, c'est lourd de faire la chimiothérapie. Donc, c'est pas pour moi, j'ai dit ça à terre, elle n'est pas réservée pour des cabinets. Elle est uniquement pour certaines institutions. Maintenant, en Algérie, aucun institut fait la chimiothérapie. Et c'est logique, très logique. Ça nécessite vraiment une infrastructure, une plateforme importante.
Bon, le deuxième traitement médical, toujours, la radiothérapie. La radiothérapie, elle ne donne rien. La radiothérapie, c'est quoi? On utilise des rayons gamma, on va bombarder la chienne dans ces parties qui sont touchées par les tumeurs avec les rayons gamma. On fait la radiothérapie, elle n'a pas d'efficacité. Elle n'a pas d'efficacité chez le chien pour les tumeurs mammaires. Le traitement médical, souvent, on peut utiliser le traitement hormonal ou le traitement hormonal. Donc, les anti-oestrogènes, tels que la relaxifiane, etc. Les gens qui ont essayé ce traitement hormonal, ils ont constaté que le traitement à base des anti-oestrogènes, c'est-à-dire donne des effets secondaires très sévères. Très sévères. Vomissements, diarrhée, fatigue, etc. Donc, on passe à ce genre de traitement si si on fait l'ovarectomie n'est pas efficace, on passe à ce genre de traitement en utilisant un traitement hormonal à base des anti-oestrogènes. Donc, toujours dans le traitement, dans le protocole avec les anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, donc ici je parle des anti-inflammatoires non stéroïdiens, tels que le carprofen, le piroxicam qui est le Felden, la corticothérapie telle que le dexaméthasone, etc., le prédnisone, etc. Tout ce genre de traitement, son intérêt c'est quoi? C'est pas pour, c'est pour soulager l'animal surtout et stimuler son appétit. Aussi, s'il y a des métastases pulmonaires et on donne les anti-inflammatoires stéroïdes, on va faciliter la respiration. C'est-à-dire l'animal ne souffre pas. Il va respirer correctement, il n'aura pas d'apnée, etc. C'est très important. Donc, le traitement avec les anti-inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens joue un rôle dans le confort de l'animal. C'est-à-dire qu'il ne va pas stabiliser la maladie, mais l'animal se trouve dans un confort, pas de douleur, etc. On peut même passer à les antalgiques centrales, tels que la morphine, etc., si la douleur elle est importante, etc. Bon, maintenant pour le pronostic. Pronostic, si vous avez des tumeurs mammaires, donc durant la phase clinique, pour donner le temps de survie, combien elle va vivre. Maintenant, s'il y a des métastases, généralement la durée de vie, métastases au niveau pulmonaire, avec traitement médical, etc., même vous passez avec le traitement chirurgical, c'est 5 mois. La moyenne, c'est 5 mois, pas plus. Sans métastase, il n'y a pas de métastase. Le jour de la chirurgie, pas de métastase, vous avez une durée de vie de 28 mois. Donc la moyenne, c'est 24 mois, c'est 2 ans. Donc avec métastase, c'est 5 mois. Sans métastase, avec des tumeurs toujours malignes, donc 28 mois. Donc la moyenne, c'est à peu près 24 mois. Ici, c'est dans l'aspect des tumeurs mammaires. Donc, dès le début, vous pouvez voir qu'il y a uniquement un simple gonflement, mais à l'intérieur, lorsque vous palpez, c'est dur. C'est comme un chou-fleur, c'est bosselé. C'est bosselé. Donc, ici, la glande, cette glande, elle est touchée. Ici, c'est légèrement. Donc, ici, vous avez le M4. Ici, c'est le M5. C'est inguinal. Donc, le ganglion inguinal, c'est ici. Et le ganglion poplité. Donc, si vous faites la chirurgie, par exemple, ici, c'est le M4 qui est touché. On va enlever, on va faire une incision comme ça. On va enlever le M4 jusqu'à ici et enlever le ganglion. Si on termine, on va enlever le ganglion poplité qui est derrière la jambe. Ça, c'est un traitement qui est radical. Ici, on nettoie très bien, c'est-à-dire le nettoyage des tissus. On va enlever tout ce qui est tissu possible qui contient le tissu tumoral. On fait une radio thoracique. S'il n'y a rien, on peut dire qu'après la napate, si elle est positive, des tumeurs malignes, on va dire au propriétaire, on va vous suivre pendant les 2 ans. Généralement, la durée de vie, c'est 28 mois, voire une moyenne de 18 à 24 mois. Donc, à peu près, c'est 1 année et demie à 2 ans. Donc, voilà, c'est le pronostic. Donc, voilà, on passe à la deuxième image. Il y a des images dans lesquelles la masse tumorale, elle est vraiment importante. Elle bouge, 1,5. Si on sait très très bien qu'elle est maligne, avec ulcération, etc. Ici même, on fait la radio thoracique, on trouve c'est positif, on passe à la chirurgie. Pourquoi? Parce que ça commence à ulcérer. Elle devient inconfortable pour la chienne. On va l'opérer, ce n'est pas pour le traiter, uniquement pour rendre la chose confort. On cherche le confort pour l'animal. Bon, ici, une image dans laquelle, lors de l'examen, on va noter le nombre des mamelles qui sont touchées. Par exemple, ici, c'est bilatéral, la chaîne droite et la chaîne gauche. On va les mentionner, voir un petit peu. Ici, c'est bosselé. À la palpation, c'est aussi bosselé. Ici, c'est plus grand. Ici, c'est tordu. Donc, on va faire un petit peu, comment dirais-je, une cartographie. Une cartographie
avant la chirurgie, pour décider les techniques d'incision, comment on va nettoyer, etc. C'est très important. Je vais vous montrer rapidement deux images. Ça, c'est une image Monsieur, télé-thorax. monsieur, Oui. le sang, monsieur, s'il vous plaît, le sang, votre sang, monsieur. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, c'est clair, mais souvent est très parasité. Hein. Maintenant, c'est clair. Je répète ici. Ah. Oui, oui, Ici, vous avez une image d'une chienne qui est atteinte du tumeur M4, M5, avec une rougeur importante et une ulcération. Même la radiologie, elle est positive. On va passer à la chirurgie parce que ici, la masse, elle va toucher le sol, etc. Ça risque une ulcération, une absédation, etc. Donc, si on fait la chirurgie ici, c'est pour l'intérêt de l'animal, c'est pour le confort de l'animal, c'est pas pour le traiter. C'est clair, parce que s'il y a les métastases, c'est bon. Donc, la durée de vie, à peu près, c'est 5 mois maximum. Ici, on fait l'examen, on va schématiser, on fait une cartographie des différents mamelles qui sont touchés, 3, 4, 6, etc., pour avoir une procédure chirurgicale juste. De faire le choix, de donner, c'est la glande mammaire qui est 4 qui est touchée, c'est 3, c'est 6, etc. Ici, c'est une image caractéristique de métastase pulmonaire chez une chienne atteinte du tumeur mammaire. On observe ici des lésions nodulaires sous forme de nodules partout, plus de 2 cm, 1 cm et demi, 2 cm, 3 cm, etc., dans l'ensemble du poumon. Et ici, vous avez ici une couleur qui est un petit peu gris, qui n'est pas noire, c'est le médiastin crânial. Donc ici il s'agit d'une adénopathie dans les ganglions médiastins crânial. Et aussi, on observe les aspects nodulaires. Ça, c'est des métastases qui sont typiques liées à une adénocarcinome. Deuxième image, c'est la même chose. Vous avez les nodules sont clairs ici, nodules de 0,5, 0,8 partout, quelques nodules de 0,3, 0,4 ici, des petites nodules de 0,2 ici, partout. Donc ici, c'est le stade très avancé. Donc ici, l'espérance de vie, ça se limite à 3 à 5 mois maximum. Ici, c'est l'intérêt des anti-inflammatoires. L'intérêt des anti-inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens pour soulager le confort de l'animal. Maintenant, sans trop tarder, je vais présenter 3 images de chirurgie à peu près pour vous donner une idée. Donc, si on décide de faire de la chirurgie, ici, vous observez que la glande mammaire M1 qui est touchée, M2 un petit peu, M3, M4 et M5. Donc, on a enlevé toute la chaîne de glande mammaire côté gauche. On fait une incision d'une façon ellipsoïdale, tranche de melon. On va enlever. Ensuite, on va commencer à disséquer doucement, d'enlever le tissu adipeux ou le tissu graisseux. Attention à 2 choses. Si on commence à disséquer, ici, c'est un petit saignement qui est d'origine veineuse. Ce n'est pas grave, ce n'est pas méchant. En bas des jambes, avec le bistouri électrique, on peut combattre ça au bout de 2 secondes, maximum 10 secondes. La chose la plus importante, c'est de disséquer sous cette partie et sous cette partie. Vous avez l'épigastrique crâniale et l'épigastrique caudale. C'est 2 artères d'une taille importante, à peu près jusqu'à 4 mm. Donc, c'est pour cette raison qu'ils prennent leur chemin et leur source de l'aorte abdominale. Ici, c'est l'aorte thoracique. Ici, c'est l'aorte abdominale. Donc, lorsqu'on arrive ici, il faut trouver l'artère et l'isoler. 2 ligatures d'une façon double ligature, la même chose en haut. On commence à disséquer doucement, en enlevant aussi les ganglions inguinal et les ganglions axillaires. Ça, c'est obligatoire. Lorsqu'on termine, on va procéder au nettoyage, rinçage, etc., de vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie, etc. Ici, je vous montre la dessiccation. C'est la dessiccation. Donc, souvent, la dessiccation, c'est à l'aide d'un instrument, c'est le fiable forceps. On pince la dessiccation et incise doucement. S'il y a une zone dans laquelle, pourquoi il faut disséquer ici? Il ne faut pas utiliser des électriques parce qu'on cherche ici, c'est l'artère épigastrique. L'artère épigastrique, donc il faut disséquer. Il ne faut pas utiliser des électriques. Si on le trouve, on va ligaturer et on continue de disséquer le reste avec, bien sûr, avec une lame avec le bistouri électrique pour diminuer un petit peu le saignement durant la chirurgie. Bon, une chose importante, lorsqu'on va commencer à suturer, les techniques de suture, éviter tout ce qui est point passé. Le point simple. Donc, généralement, on utilise un surjet passé. Un surjet passé est plus solide parce qu'il y a vraiment une tension importante. Où on utilise, si on veut utiliser point séparé, on utilise le loin, près. Far, near, far.
Donc, c'est les techniques de suture qui sont utilisées pour les tissus avec tension. Une chose importante, vous observez ici, c'est un drap. On va indiquer toute cette c'est de développer un sérum. Monsieur Besson. Collection liquide. Chez moi, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Donc souvent, lorsqu'on termine le nettoyage, on met un drain à l'intérieur. Le drain, c'est pour le drainage. On va le fixer, ce qui va collecter toutes les sérosités post-opératoires qui sont inflammatoires et pour éviter le développement d'un sérum. Le sérum, c'est quoi? C'est le développement d'un épanchement sous-cutané qui est sérosité. Lorsqu'on termine, on met le drain et on suture avec, j'ai dit, soit une technique, c'est le surjet passé ou un point loin près pour les tissus qui sont en tension. Il y a trop de tension parce qu'on a enlevé un morceau important de la peau. Il y a trop de tension. Lorsqu'on termine, on fait un bandage abdominal dorsal, c'est-à-dire un bandage dans la totalité de l'abdomen. Pourquoi? Le bandage il va servir à deux choses. Il va éviter le développement d'un épanchement, ça c'est le moins, et en même temps, il va soulager l'animal, on risque moins de douleur en post-opératoire. Voilà, si vous avez des questions, vas-y. Monsieur, Oui, monsieur, oui. est-ce qu'on peut utiliser le bistouri électrique pour Comment? Ta voix? pour les vaisseaux? Comment? Est-ce qu'on peut utiliser le bistouri électrique parce que je pense que j'ai vu quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut utiliser le bistouri électrique pour sorte de souder, monsieur, les vaisseaux? Non. Généralement, le vaisseau électrique, c'est pour desicquer. Si on arrive à des structures vasculaires, on va arrêter avec le vaisseau électrique, on passe à une dessiccation mousse, doucement, jusqu'à voir le pédoncule vasculaire. Lorsqu'on visualise le pédoncule vasculaire, on va le suturer. Maintenant, on utilise les bistouris électriques pour les venules qui sont superficielles. On peut les coaguler en mettant la tête du bistouri. Ça, c'est faisable. Voilà, monsieur. Merci infiniment. On passe la parole à Kirtoub Sabrina. C'est à toi la parole, madame. Oui. Monsieur. Vu on est en Algérie, J'entends mal. Hein? pas suffisant. J'entends pas. J'entends pas. Ça bug. J'entends pas. Sabrina, on t'entend pas. Apparemment, elle a un problème de connexion, on passe à une autre personne. Monsieur. Oui. Sabrina. Maintenant, vous m'entendez, monsieur? Oui, C'est bon. Allô? Oui. Bon, il y a un souci de connexion possible. Oui. Pas grave. Allô? Oui. Allô? Vous m'entendez? c'est bon, c'est bon. Tout au début, thorax. En Algérie, c'est pas, surtout au niveau des cabinets, même au niveau des instituts, au niveau national et tout, que ce soit au niveau de l'ENSV ou autre, on n'a pas suffisamment, soit on n'a pas de radio et des fois absence de l'échographie. Alors, comment on pourra diagnostiquer s'il y a une métastase ou pas? Ça, c'est pour ma première question. Une autre, quand vous avez parlé des traitements, on sait bien qu'en Algérie, il n'y a pas de chimiothérapie et des fois, il n'y a même pas il n'y a pas une prise en charge pour le patient. Alors, on fait une intervention et c'est bon, antibiotiques, des fois un diurétique pour éliminer. J'entends pas. Et avec un an Sabrina. dans ces chirurgies. Sabrina. Et une autre question, après, vous m'entendez? Non, Oui. Maintenant, oui. tu peux répéter la question. Sur les traitements. Oui. Voilà. Sur les traitements, on fait juste
des antibiotiques et aussi antibiotiques, ANS, des diurétiques et seulement ça. Alors, on n'a pas accès à une chimiothérapie, que ce soit une tumeur maligne ou bénigne. C'est sur un point. Et au niveau d'anesthésie, il n'y a pas d'anesthésie gazeuse en Algérie, ou rarement. Alors, est-ce que utiliser la kétamine ou autre pour un sujet âgé, on risque pas de le perdre sur la table, vu on risque le chien peut avoir une insuffisance rénale ou autre. Comment répétez, répétez s'il te plaît. Comment? Pour l'élimination de l'anesthésie. Ouais. Si on parle de l'insuffisance rénale, Ouais. Pour l'anesthésie gazeuse, peut-être que vous n'avez pas une information juste. Ici, dans la région de Batna, je connais moins, c'est-à-dire il y a minimum, il y a 10 vétérinaires qui ont un appareil d'anesthésie. Dans notre département, on a l'appareil d'anesthésie. Et à Blida, je sais qu'ils ont l'appareil d'anesthésie. Sograche, non. Ils ont l'appareil d'anesthésie qui n'est pas fonctionnel. Non. Constantine, non. Ça, c'est juste. Mais si on n'a pas d'appareil d'anesthésie, c'est-à-dire c'est pas interdit d'opérer avec une anesthésie fixe. La meilleure, c'est l'anesthésie gazeuse, avec le servoflurane. C'est le meilleur produit qu'on utilise pour l'anesthésie gazeuse. Maintenant, si on a l'anesthésie fixe, on peut utiliser l'anesthésie, on n'a pas l'anesthésie gazeuse, on peut utiliser l'anesthésie fixe. C'est-à-dire, si on a un protocole, une meilleure relaxation, suivatotropine, meilleure relaxation avec xylazine, vous mettez un bolus avec la kétamine ou en ajoutant aussi un antidouloureux central tel que la morphine, associé avec la kétamine, ou vous éliminez la kétamine, vous mettez le propofol, vous éliminez le propofol, vous mettez les barbituriques. Tout ça, c'est juste. Ce n'est pas obligatoire d'avoir l'appareil d'anesthésie pour les tumeurs mammaires. La chirurgie thoracique, cardiaque, orthopédique, etc. Mais la neurochirurgie, oui, ça nécessite l'appareil d'anesthésie. Pour les tumeurs mammaires, non. Parce que c'est une chirurgie qui reste superficielle, ce n'est pas profond, sauf elle est douloureuse par rapport à l'ovarectomie. Pour cette raison, parce que c'est l'oncologie, c'est des tumeurs. C'est pour cette raison, on ajoute avec la kétamine, on peut ajouter la morphine ou les dérivés morphine. Ça, c'est pour la première question. Concernant, tu m'as dit, est-ce qu'il y a une insuffisance rénale? Avant d'opérer une chienne, on fait un bilan. Un bilan, c'est-à-dire un bilan biochimique sur le fonctionnement hépatique, parce que c'est la biotransformation qui se fait au niveau hépatique. On fait un bilan rénal parce que c'est l'endroit d'élimination, c'est obligatoire. On fait un téléthorax dans les tumeurs où il n'y a pas de tumeur, on fait un téléthorax, ça c'est obligatoire. Minimum, on va examiner tout ce qui est cardio-respiratoire, fonctionnement rénal et hépatique avant chirurgie. En même temps, si vous trouvez une insuffisance rénale chronique, etc., vous avez une modalité pour ça. Donc ce n'est pas ça qui va gêner une chirurgie. Et pour l'antibiothérapie, vous allez parler de l'antibiothérapie. Moi, je vous donne une chose importante et je donnais ça dans mes cours à mes étudiants. J'ai dit l'antibiothérapie et l'antibiothérapie 3 fois. Ça n'existe pas en post-chirurgie. Ça n'existe pas en post-chirurgie. Vous avez une recette. Votre chirurgie dépasse 90 minutes. L'antibiothérapie Monsieur le sang, le sang, monsieur. Est-ce que c'est clair maintenant? Je répète. Oui, l'antibiothérapie de couverture, Gaultier. L'antibiothérapie de couverture en post-opératoire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une antibiothérapie post-opératoire. Une antibiothérapie post-opératoire, c'est la chirurgie, elle dépasse les 90 minutes. Si elle est inférieure à 90 minutes, donc le chien est moins exposé. Donc, pas d'antibiotiques. Il ne faut pas souffrir le rein et le foie. Maintenant, vous allez me dire, messieurs, nous, dans les instituts, on utilise antibiotiques. Dans les hôpitaux, on utilise antibiotiques. Pourquoi, d'après vous? Parce qu'on sait très bien que le bloc, ils ne sont pas propres dans les hôpitaux. On risque des contaminations. On fait une antibiothérapie préventive
pour éviter des complications. Mais si vous allez aller à d'autres pays européens, l'antibiothérapie post-opératoire n'existe pas. Anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire pour éviter l'œdème qui provoque la douleur post-opératoire. Pendant les 48 heures. Et c'est bon. L'antibiothérapie, elle est là. Dans la chirurgie qui dépasse 90 minutes. Est-ce que c'est bon? Oui, merci. J'ai juste une dernière question, s'il vous plaît. Oui. Si on se trouve dans une tumeur mammaire, si on a une grande le problème qui se pose, on ne pourra pas, par exemple, il est au niveau de M4. On ne pourra pas enlever le M5, soit par défaut d'anesthésie ou bien par étirement de la peau. On ne peut pas l'enlever complètement si on n'a pas suffisamment de peau. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ministre, oui. Oui. Alors, si on pourra juste enlever la partie, comment dirais-je, juste la partie inflammée. Et on va pas enlever le M5 et les ganglions. Est-ce que on va programmer une autre chirurgie ou on va suivre ou on doit suivre juste l'animal s'il développe une autre tumeur ou non? Ma question est claire? Si vous avez dit... Réponds. Monsieur, votre Je son réponds. aussi. Oui, tu peux, monsieur. Je réponds. Oui. Maintenant, si pour mademoiselle Carbo, si vous avez des tumeurs mammaires au niveau de M4, c'est obligatoire d'enlever le M4, le M5 et le ganglion. C'est obligatoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ce n'est pas un choix de couleur. Ce n'est pas un choix. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens, il ne faut pas opérer. Non. M4, M5, ganglion. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Essayez d'imaginer, je vous donne un exemple. Vous allez aller chez le dentiste, il va vous dire, je n'ai pas trop d'instruments et je n'ai pas trop d'anesthésie, je vais enlever, je fais extraire ton dent uniquement la moitié. Et la moitié, je le laisse. Et vous allez revenir après un mois. Ce n'est pas juste. Oui? Oui. Oui, j'écoute. Oui? Monsieur, Oui. une petite question sur la chimiothérapie. Oui. Sur quelle base on va faire le choix de cette molécule? Oui. Bon, pour la chimiothérapie, donc généralement, on a plusieurs produits qui sont utilisés, mais ça revient à la technicité, ça revient aussi à la cible de la molécule en elle-même. La molécule de foie, par exemple, on a une chimiothérapie qui est standard, on l'utilise pour soit glande mammaire, soit foie, soit poumon, soit cerveau. Il y a d'autres molécules qui sont ciblées. C'est uniquement pour les tissus, par exemple, cutanés. Les tumeurs cutanées, on utilise telle molécule X. On utilise telle molécule bêta. C'est-à-dire le choix, ça dépend. C'est comme vous avez un antibiotique. Vous avez les bêta-lactames. Vous donnez l'amoxil pour une infection et vous donnez la pénicilline G pour une infection et vous donnez la pénicilline V pour une infection. C'est clair. Donc, ça dépend de la modalité d'action. L'ensemble des produits qui sont utilisés dans la chimiothérapie sont cytotoxiques. Ils ont une cytotoxicité qui est connue. Toutes les cellules en métose, ils vont l'attaquer. Tous les cellules en métaux sont attaquées. Et parmi les cellules, même les globines rouges, même la ligne blanche. C'est pour cette raison on dit que les gens qui sont sous chimiothérapie sont immunodéprimés. Donc maintenant, vous avez un choix, soit une molécule qui attaque à toutes les cellules, d'une façon aléatoire, soit elle est ciblée. Toutes les molécules qui sont ciblées sont des molécules qui coûtent très cher, très cher. Voilà, merci. De rien. Je passe la parole à Lahsen. Oui. Lahsen, est-ce que vous m'entendez? Oui.
Oui, monsieur. تفضل. J'ai 4 questions, monsieur. تفضل. Est-ce qu'il y a un temps exact pour intervenir en stade précis? Par exemple, en métastasis ou prostasis? Pour le tumeur, hein, hein. Oui. Pour le tumeur mammaire. Pour le traitement chirurgical? Des tumeurs mammaires. Oui. Maintenant, je réponds ou tu poses toutes les questions, ensuite je réponds. J'ai pas compris. Est-ce que je réponds à la question ou je te laisse poser toutes les questions, ensuite je te réponds? Oui, oui. Et pour la deuxième question, et pour les chats, ne supportent Oui. pas le bandage thoracique ou abdominal après Oui. chirurgie. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser un pansement suturé ou autre chose? Oui. Troisième. Et pour les sutures, pourquoi Oui. les chirurgies simples passantes et non pas des points simples ou points U? Oui. Oui. Et la dernière question pour la radiothérapie. Oui. Vous mentionnez que pas d'effet. Oui. Et la radiothérapie, c'est le fait de modifier le génome des cellules tumorales. C'est ça. Oui. Pourquoi pas d'effet? Je Et est-ce réponds. que le risque de modifier des cellules saines ou... Oui. Je réponds. Merci, monsieur. De rien. Bon, pour la première question, si je me souviens, donc vous allez me dire, je commence par la dernière, pour les sutures. Les sutures, on utilise un surjet passé et pas un surjet simple. Le surjet simple, il est efficace, oui. Même le point simple est simple, mais le point simple, il peut sauter. Il n'est pas résistant. Il peut provoquer un cisaillement, vu le tiraillement des tissus qui sont très étroits. Donc, le point simple, il n'est pas efficace. Un surjet passé, il est plus solide qu'un surjet normal. Bon, pour le U. Oui. Pour l'ischémie, les autres contre-indications. Oui, oui, oui. Pour le surjet passé. Bon, le surjet passé, j'ai dit, on peut utiliser un surjet passé si vous allez opérer uniquement, par exemple, M4, M5. Vous pouvez utiliser le surjet passé. Maintenant, si vous opérez l'ensemble de la chaîne mammaire, vous ne pouvez pas faire un surjet passé sur 60 cm. Donc, vous êtes obligé de faire soit un loin très loin, un U horizontal. Et toujours, il faut renforcer les points de suture. Il faut éviter les points simples. Il faut éviter le surjet passé si la surface que vous allez suturer elle est importante. C'est clair. Si elle est de 5-10 cm, donc à ce moment, vous pouvez utiliser le surjet passé. Si elle est assez longue, donc vous pouvez faire un U matelassé horizontal ou un point loin, près, etc. Donc, c'est des points de suture sur tension. Pour la chatte, oui, vous pouvez utiliser des sutures surbordonnées, c'est ça le mot, sutures surbordonnées, donc sutures sur une compresse. La compresse, elle va servir de traiter la plaie. Parce que pour éviter le bandage, parce que le bandage, il va gêner la respiration chez la chienne. Donc, chez la chatte, pardon. Donc, à ce moment, vous faites des sutures surbordonnées, sur une compresse. Vous allez suturer la peau, ensuite, vous allez suturer le reste du fil, vous allez suturer sur une bande de compresse, bien sûr, stérile. C'est le pansement suturé. Voilà. On parle de pansement surbordonné. Donc, si vous faites cette technique, elle est très juste pour éviter le bandage. Et vous allez enlever les fils à peu près à maximum 12 jours, de préférence 10 jours. Et l'utilisation de l'alcool iodé, par exemple, chaque jour. C'est le pansement. Le pansement, il faut jamais. Tout ce qui est interdit, l'alcool iodé, c'est irritant. Tout ce qui est iodé, il va faire quoi? Il va vous nécroser les bords de la cicatrisation. De préférence, c'est l'iosine dermique. Iosine dermique 2%. Je passe la parole à Elias Bleleta. Monsieur, reste la question de radiothérapie. Pour la radiothérapie. Ah oui, d'accord. Désolé. Pour la radiothérapie, donc ça c'est une, comme on dit que tel antibiotique n'est pas efficace, l'autre il est efficace. C'est la même chose. La radiothérapie, c'est quoi sa méthode? C'est un bombardement. Il va fragmenter l'ADN des cellules qui sont en mutation. Mais ils ne sont pas efficaces. Ils ne sont pas efficaces. Les cellules cancéreuses. Oui, les cellules cancéreuses. La radiothérapie n'est pas efficace.
elle est plus efficace sur la radiothérapie. Chez la chienne, hein, chez le tumeur, même les tumeurs des glandes mammaires chez l'être humain, chez la femme, les tumeurs du sein, donc on n'utilise pas la radiothérapie, on utilise la chimiothérapie. Merci, monsieur. La radiothérapie, elle est efficace pour la prostate, pour des organes internes. Oui, monsieur. Merci. Yatik Salam. Je pense que c'est bon. Je passe la parole à Elias Bléleta. Elias, est-ce que tu m'entends? J'ai une question. Oui. Monsieur, Oui. monsieur, si l'examen échographique révèle une vascularisation importante et lors de la chirurgie, et parfois on sectionne l'artère, quelle sera la démarche à suivre pour faire face à l'hémorragie, bien sûr hors que la ligature? Bon, ma réponse, elle est un petit peu. C'est-à-dire, quelqu'un qui sectionne l'artère, donc c'est un amateur. Donc, le moment, il ne passe pas à la chirurgie de la glande mammaire. C'est clair. C'est-à-dire, normalement, la chose la plus logique, on ne sectionne aucun vaisseau si on fait de la chirurgie correcte. C'est-à-dire, on va disséquer uniquement les tissus mous sans sectionner les artères ou les veines. On va les disséquer, on va les trouver si on a une connaissance anatomique. Si on va les trouver, on va les ligaturer. Ensuite, on va les sectionner après ligature. C'est-à-dire, si vous sectionnez les artères et les veines, donc ce n'est pas de la chirurgie, c'est de l'autopsie. Est-ce que c'est clair? Oui, merci. De rien. Monsieur, Oui. les gars واحد ما يهدر حتى نمد له انا لا بارول باش تكون منظمه برك باسكو لهنايا قاعدين يجيوني الناس بلي بريوريتي تاعهم تسمى اللي يهز الاول اللي يهدر هو قبل من خوه. Lias, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui, Bonjour. tu peux poser ta question, c'est bon. Allô, oui. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. monsieur. J'ai 3 questions. Oui, la première question, c'est que quels sont les cas dans lesquels la thérapie adjuvante à la chirurgie est recommandée? La deuxième question, c'est quels sont les anticoxydeux qu'on peut l'utiliser? Et la troisième question, quels sont les effets indésirables associés à la mammectomie? La troisième, c'est quoi? La troisième, c'est quoi? La troisième question, c'est quels sont les effets indésirables associés à la mammectomie? Oui. Bon, je commence par la dernière question. Donc, pour la mammectomie, soit elle est locale, soit elle est régionale, soit elle est radicale. Donc, la chose numéro 1, c'est vous avez deux choses qui compliquent cette chirurgie. C'est-à-dire la formation d'un sérum, c'est une accumulation liquide de spécificités sous-cutanées. Ça se dû à cette dessiccation. Donc, on va disséquer trop à l'intérieur. Donc, on coupe un petit peu tout ce qui est drainage. Donc, on aura une sérosité qui est inflammatoire, tout à fait normale. Donc, ça revient à suturer d'une façon correcte le tissu subcutané avant de suturer la peau, pour donner plus de pression sur la peau par rapport à l'abdomen. Ça, c'est numéro 1. Et aussi un bandage post-opératoire chez la chienne. La chose numéro 2 qui complique tout ce qui est chirurgie de la glande mammaire, la mammectomie, soit régionale, soit radicale, soit locale. Donc, généralement, c'est la douleur post-opératoire. Donc, on peut gérer ça durant la chirurgie avec les dérivés morphiniques et aussi en post-opératoire, minimum dans les 72 heures. Après 72 heures, normalement, tout rentre dans l'ordre concernant la douleur. Et le bandage, on va l'enlever à peu près le 4e jour pour observer, parce que le bandage, c'est un bandage stérile qui se fait dans le bloc opératoire. On va l'enlever pour vérifier la plaie après 4 jours. On va revenir à faire un bandage pour le 2e 4 jours. Et ensuite, le 8e jour, on va observer, on fait uniquement un bandage local. On évite le bandage thoracique, thoraco-abdominal. Ça, c'est pour procéder. Et le 2e jour, normalement, le maximum, le 2e jour, on va procéder à enlever les fils, parce qu'on utilise des fils non résorbables. Pour la première question, c'est quoi la première question? La première question, c'est quelles sont les indications qu'on peut utiliser les anticoxydeux?
Ouais. Bon, pour les anticoccideux, donc généralement, ça entre dans le traitement, les protocoles de traitement des tumeurs prostatiques, mammaires, ils ont beaucoup d'intérêt, mais sincèrement, ces produits, c'est des produits qui coûtent énormément cher. C'est plus que la chimiothérapie. Hein. C'est plus que la chimiothérapie. Donc, même en médecine humaine, on utilise ça, c'est en Europe, en Algérie, c'est rare. C'est des protocoles. C'est des protocoles. Je vous donne un exemple pour vous donner une petite comparaison à tous mes auditeurs. Donc, souvent, dans des pays développés, on utilise des antibiotiques de quatrième génération associés avec d'autres produits, etc. Nous, on se limite à utiliser la cifalexine comme un produit d'antibiotique de référence. Mais d'autres pays utilisent des antibiotiques de balèze, très lourds. Donc, les coccideux donc, sont utilisés dans les tumeurs prostatiques en médecine humaine, dans certains types de tumeurs, oui, en associant avec d'autres produits de chimiothérapie. Et son rôle toujours, c'est de lutter contre les cellules en pleine division, aussi en pleine mutation. Mais ils sont rares utilisés en médecine vétérinaire, même en Europe, en médecine vétérinaire. Et la première question, c'est quoi? La première question, c'est quels sont les cas dans lesquels la thérapie adjuvante à la chirurgie est recommandée? Voilà. C'est-à-dire en post-chirurgie. En post-chirurgie. Post-chirurgie, c'est de donner des anti-inflammatoires. C'est une règle de base, c'est une référence. Et c'est une pièce maîtresse, surtout dans la chirurgie des glandes mammaires. Pourquoi? Parce que dans les glandes mammaires en post-chirurgie, ça risque des œdèmes post-opératoires. Et l'œdème, c'est une compression sur les nerfs. Donc, cette compression, elle va donner une douleur plus. Donc, de recommander des anti-inflammatoires non stéroïdiens en post-opératoire, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Minimum, j'ai dit, dans les 72 heures. La chose aussi la plus importante, c'est pour le confort de l'animal, c'est tout ce qui les antalgiques centraux, tels que la morphine ou les dérivés morphiniques. Minimum les 24 heures, les 72 heures post-opératoires. Maintenant, j'ai dit pour l'antibiothérapie, j'ai répondu à un collègue peut-être de l'AV. Dans la question de l'antibiothérapie, on utilise l'antibiothérapie, c'est la masse tumorale, elle est compliquée par un abcès. Souvent, on trouve une ulcération et un abcès dans la tumeur en elle-même. Ici, l'antibiothérapie, elle est de règle. Mais maintenant, si la masse tumorale, elle est unique, bénigne ou maligne, après chirurgie, si on utilise des instruments stériles, le linge stérile, le chirurgien avec une tunique stérile, donc ça risque aucune complication, sauf si la durée dépasse les 90 minutes. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Rien. Je passe la parole à Abdallah. Abdallah. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur, quel est le stade du cycle œstral idéal pour effectuer la chirurgie sur les tumeurs mammaires dans le cas d'une chienne reproductrice de valeur élevée? C'est-à-dire dans le cas des tumeurs mammaires, c'est ça? Oui. C'est-à-dire la question, vous allez faire de la chirurgie, l'exéra chirurgical du tumeur mammaire, et quelle est la période dans laquelle on fait ça, c'est ça? Oui. Maintenant, le standard et la chose de base, si on veut faire une chirurgie quelconque, à partir de l'ovarectomie, la chose la plus simple, en principe, on choisit la période dans laquelle il y a le calme dans le cycle, c'est-à-dire c'est non ostrus. Ça risque c'est-à-dire on aura moins d'œdème, moins d'hyperlimie, moins de saignement dans la chirurgie. Maintenant, si vous trouvez dans l'obligation, la chienne, par exemple, elle est fracturée, elle se trouve en plein ostrus. Je ne dois pas laisser jusqu'à ce que le cycle va dépasser les 4 jours et je vais opérer le fémur ou le col de fémur ou le tibia. Je serai obligé de faire de la chirurgie malgré qu'il y a cette hyperlimie. Donc, j'ai une idée sur ça. Est-ce que c'est clair? Maintenant, pour les tumeurs mammaires, s'il s'agit d'une urgence, on peut opérer, peu importe la période de cycle, ostrus, peu importe. Maintenant, si la tumeur, elle est bénigne, elle est des petites masses de 2 cm, et la chienne se trouve, par exemple, en plein ostrus, on peut laisser 1 mois et on va l'opérer. C'est encore mieux. Mais de donner des antiprolactiniques, profiter de donner des antiprolactiniques durant cette période, c'est excellent aussi. Mais pour le choix en chirurgie, c'est-à-dire, moi, souvent, lorsque la chienne elle arrive chez moi pour un problème, occlusion intestinale, césarienne, fracture, donc il y a une urgence. Je ne cherche pas le cycle.
On ne cherche pas le cycle parce qu'un chirurgien, il est adapté à l'hémorragie, il est adapté à l'enseignement. Mais j'ai dit, en ovarectomie, en elle-même, en ovarectomie, il faut choisir le calme. Pourquoi? Pour ne pas risquer une lactation nerveuse, uniquement. Monsieur, et est-ce que la chirurgie sur les tumeurs mammaires a une influence sur la fertilité de la chienne? C'est-à-dire, si vous allez enlever les tumeurs mammaires et vous laissez l'ovaire fonctionnel, c'est ça? Oui. Maintenant, vous avez deux volets, parce que vous parlez d'une chienne destinée à la reproduction, c'est ça? Oui. C'est une chienne destinée à la reproduction. Si vous enlevez, parce que finalement, les glandes mammaires, les hormones sécrétées par les ovaires et durant le cycle, ils ont une influence sur les glandes mammaires, sur la lactation, etc. Si vous allez enlever deux glandes, M4, M5, ça ne risque pas pour une gestation. S'il s'agit, je répète très bien, s'il s'agit de tumeurs bénignes, on peut faire ça et on laisse le fonctionnement des ovaires. Maintenant, si la tumeur elle est maligne, ça ne sert à rien de laisser l'ovaire. Ça ne sert à rien. Parce que finalement, la mort, elle est programmée chez cette chienne. Elle est programmée dans le temps. Elle est maligne, avec métastase, c'est bon. C'est-à-dire, même il n'y a pas de métastase le jour de la chirurgie, tu risques d'avoir des métastases dans 45 jours, dans 2 mois. Donc, comment vous allez penser? Le cycle chez la chienne, c'est 5 mois. C'est 5 mois de plus. Moi, j'ai des cas dans lesquels le propriétaire, c'est tous les propriétaires de chiens de chasse. Ils vont venir chez moi avec des tumeurs mammaires. Il me dit, elle est âgée de 7 ans. Je cherche d'avoir une gestation. Après la gestation, on va faire de la chirurgie. J'ai dit, le risque d'un nouvel cycle, c'est lui qui va tuer la chienne. Ce n'est pas que vous cherchez d'avoir une gestation. Maintenant, si vous risquez le parcours, de laisser le cycle qui arrive et vous profitez d'une saillie, et la chienne sera gestante, et vous aurez la mise bas, la chienne, elle souffre. Durant ça, c'est tout, j'ai dit très bien, il s'agit des tumeurs malignes. Avec l'influence des hormones, les tumeurs vont exploser. On aura des métastases qui sont, c'est un rafale. C'est-à-dire c'est tout au niveau pulmonaire. Si la durée de métastase en dehors chez une chienne, en dehors du cycle, il demande 4-5 mois, durant le cycle, ça sera un raccourci. C'est-à-dire rapidement, peut-être elle ne termine même pas la durée de un choix entre le vétérinaire traitant et le propriétaire. Le vétérinaire, il va donner tout ce qui est recommandé. Pour les tumeurs mammaires, voilà, il s'agit de tumeurs malignes, etc. Donc, le cycle austral, ça nous donne une chance de plus d'avoir des métastases carabinées. Si le propriétaire veut dire non, je prends le risque, c'est son choix. Oui, mais ici, imaginez une chienne gestante et des tumeurs mammaires malignes. D'ailleurs, la gestation, c'est une immunodépression. Et vous avez des tumeurs. C'est un petit peu. Et même vous êtes limité de traiter parce qu'il y a une gestation. Oui. Je vous remercie, monsieur. Merci. Je passe la parole à Daouya Ben Makhlouf. Oui. Je passe la parole à Daouya Ben Makhlouf. Bonjour. Bonjour, professeur. Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie pour votre présentation qui était très explicite. Merci. Donc, j'ai 3 questions. Ma première question, donc si on enlève une grande masse au niveau de M4 et M5 et qu'on aura une... J'entends mal. Daouya. Perte Daouya. Mademoiselle. Et au moment de refermer, on aura du mal à ma connexion. Allô, oui, vous m'entendez? Allô? Oui, on t'entend. Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend, c'est bon. Donc, je répète ma question. Je répète ma question. Oui. 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 Si on enlève une grande masse au niveau de M4 et M5 et qu'on aura une grande perte de substance et qu'au moment de refermer, on aura du mal à rapprocher les deux brèches de la peau, donc